Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents donc pour célébrer les 40 ans de l'École nationale supérieure de pâtisserie d'Issingeaux. Le chef Alain Ducasse et les équipes, le corps enseignant, les alumni, des professionnels et entrepreneurs sont ici présents pour prendre part à cette rencontre qui propose d'échanger autour des grands défis qui vont redéfinir les contours de la pâtisserie de demain. Une pâtisserie qui se doit d'être plus durable, engagée, on en a parlé. On va parler de l'humain aussi qui est au cœur de la filière de la pâtisserie pour faire face à des enjeux de pénurie et peut-être de management du secteur, on va le voir. On va se poser la question aussi du rôle que doivent jouer les nouvelles technologies dans la pâtisserie de demain. En France, le secteur, je crois, se porte bien, on va en parler. 20% des offres d'emploi pour le secteur des métiers de bouche concernent directement la pâtisserie, donc il y a beaucoup d'opportunités de carrière, mais il y a beaucoup de place à prendre aussi. Et selon l'INSEE, le chiffre d'affaires global de la filière a franchi le milliard d'euros annuel. On compte 6000 entreprises dédiées à la pâtisserie, il s'en crée 800 par an. Et l'excellence de notre savoir-faire, ici on est bien placé pour le savoir, est reconnue dans le monde entier. Les enjeux de la filière sont nombreux, la profession doit s'adapter, évoluer autour de nouvelles valeurs partagées ici dans le cadre des formations qui vont permettre demain à tout un secteur de s'adapter et d'accompagner notre époque. Le rôle d'école Ducasse et plus spécifiquement de l'École nationale supérieure de pâtisserie est d'accompagner le secteur des arts pâtissiers dans ses mutations. On va parler de nouvelles technologies, on va parler RSE. On va se demander comment on peut préparer l'avenir des professionnels ici dans cette maison des pâtissiers. Merci donc à vous tous présents. Fanny Leduf, chef formatrice à l'ENSP. Claire Damon, fondatrice de l'enseigne des gâteaux et du pain. Luc Debove, directeur de l'école. Émirie Tushima, alumni. Et le chef Alain Ducasse, merci de partager aujourd'hui avec nous votre vision. Et pour commencer, peut-être un constat. Est-ce que vous, quel regard vous portez sur la filière pâtissière aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est un milieu en bonne forme, un milieu qui doit encore progresser? Comment vous observez le métier actuellement? Je pense que grâce aux médias qui s'intéressent à nos professions, en particulier la cuisine et la pâtisserie, l'attrait pour les nouvelles générations, les jeunes, vers nos métiers, il est toujours croissant et c'est rassurant, ce qui ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'il faut faire un bon apprentissage pour faire une belle carrière. C'est moins aisé qu'il n'y paraît, mais nous sommes là pour ça et je pense que c'est un métier qui, sa progression débute et nous sommes là pour ça. On le voit bien pour les demandes de la rentrée, elles sont toujours croissantes et je pense que nous serons très rapidement obligés d'agrandir cette école pour satisfaire la demande. Ce qui est rassurant, c'est que beaucoup de femmes, c'est un métier qui attire beaucoup de femmes parce que peut-être que c'est moins violent que la cuisine, c'est peut-être moins physique, moins dur, donc cela me rassure. Puis je trouve que les femmes amènent un peu plus de délicatesse dans la pâtisserie, donc et si les femmes étaient l'avenir de la pâtisserie, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut parler justement de l'éventail des formations ici qui sont développées? Comment justement on oriente ces nouveaux arrivants, ces futurs pâtissiers qui sont, on l'a dit, de plus en plus nombreux? Eh bien, tout d'abord, quand nous les recevons, nous leur expliquons les spécificités du métier, c'est-à-dire qu'on explique la réalité du métier, parce que là, malheureusement, le prisme de la télévision fait oublier certaines réalités. C'est pas aussi facile? Ce n'est pas aussi facile. On travaille les jours de fête, on travaille les week-ends, on travaille le soir, le matin. Et donc ça, c'est la réalité. Donc on explique la spécificité du métier. Et ensuite, une fois que nous avons inculqué les bases du métier, à ce moment-là, nous dirigeons vers les spécialités et les tendances du moment. La pâtisserie évolue, on n'invente rien. On ne fait qu'appréhender les recettes qu'ont déjà imaginé nos pères, à les adapter au goût du jour de maintenant. Donc ce qui se passe, c'est tout simplement, la tendance c'est d'aller vers les choses plus légères, les choses beaucoup moins sucrées. Et ici, un des plus grands ambassadeurs de cette voie, c'est bien Monsieur Ducasse, qui depuis des années, pour ne pas dire des décennies, qui prône le moins sucré. Et bien, aujourd'hui, nous sommes dans cette spécificité-là. Et donc, nous sommes en train, de plus en plus, de diriger vers la pâtisserie, vers des choses beaucoup plus légères, avec des produits beaucoup plus sains.
et de traiter le produit comme il doit être traité, pour qu'il soit mis le plus en valeur possible. On le disait dans les discours, on est sur le plus grand campus au monde dédié à la pâtisserie. Est-ce que vous sentez que ces valeurs-là, elles ont un rayonnement? Est-ce qu'elles dépassent nos frontières? Est-ce qu'elles sont bien perçues, bien comprises? Et est-ce qu'elles touchent un public et des aspirants pâtissiers dans le monde? Le monde a le regard viré sur NSP, ce qui permet de faire voir les tendances d'aujourd'hui, les tendances de demain, et indirectement, ça a une influence, effectivement. Fanny, vous êtes formatrice ici, vous les connaissez donc, ces élèves. Est-ce que vous percevez justement la manière dont ils reçoivent ces valeurs que vous essayez de traduire? Comment ils le prennent? Est-ce qu'il y a une appétence? Est-ce que vous sentez que le milieu va justement vers les directions que décrit Luc depuis tout à l'heure? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'avec les nouvelles générations qu'on a aujourd'hui, ils ont envie de travailler des produits plus locaux, ils nous demandent régulièrement la saisonnalité. Non, vraiment, il y a une vraie demande là-dessus auprès des étudiants. Claire, peut-être pour avoir la vie aussi professionnelle, est-ce que vous voyez une évolution de la profession sur ces thématiques, sur le regard qu'on peut porter sur ces valeurs-là au sein de la filière, au sein de la profession, chez les pâtissiers et les pâtissières? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La seule chose que j'aimerais apporter, c'est vrai qu'il faudrait peut-être remettre la valeur de temps, en fait, au centre. Aujourd'hui, on est plutôt dans une relation d'immédiateté dans beaucoup de choses, dans ce qu'on fait. La pâtisserie, même si on a des formations qui sont de mieux en mieux, il faut quand même du temps, parce que c'est des gestes qu'il faut répéter pour les apprendre. La main, en fait, on ne la forme pas comme ça en un clic. Et ça, c'est ce qui est important, parce que ça peut créer des frustrations. Mais hormis ça... C'est marrant de dire en un clic. Parce que vous sentez que les nouvelles générations, il y a une forme d'impatience? Oui. Il y a en fin de compte, l'apprentissage pâtissier et cuisinier, de toute façon, est relativement long et ne va pas forcément avec, effectivement, la société qu'on a à l'heure actuelle, où on veut aller très vite. Mais c'est pas grave, il suffit de l'inculquer et le répéter, et je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Apprendre la patience. On se parlait de féminisation aussi, c'est peut-être un trait caractéristique de la filière. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont parlants, 55% des salariés de la branche sont des femmes. Alors, c'est parfois un chiffre qui peut se lire différemment, parce qu'il y a aussi le côté vente, donc ça peut se traduire de différentes manières. En tout cas, 42% des chefs d'entreprise, selon l'INSEE, en pâtisserie, sont des femmes. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ça apporte quelque chose à la filière? Est-ce que vous l'observez? Oui, c'est certain que par rapport à moi, quand j'ai commencé le métier, on était nettement moins nombreuses. Maintenant, il y a de plus en plus de filles dans nos ateliers. Je crois qu'on est quasiment, nous, à 60% de filles à l'atelier. En pâtisserie, en boulangerie, c'est pareil. Et en vente, c'est pareil. Il y a une grande mixité. Donc ça, c'est heureux. Il faut s'en réjouir. Il faut continuer. Moi, je pense qu'il faut faciliter tout ça, mais sans plus en parler, puisque de toute façon c'est normal. Donc, Il y a un autre terrain aussi dont on peut parler, c'est la reconversion. Et là les chiffres parlent aussi. 56% des professionnels en pâtisserie ont un CAP, mais 15% des gens qui travaillent en pâtisserie ont un diplôme d'études supérieures. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont réorientés. Est-ce que la pâtisserie, c'est un terrain, justement, un terreau fertile pour tous les gens qui voudraient se réinventer d'une manière un peu plus sucrée, ou sans trop de sucre? Alors certainement, mais ce qui se passe, c'est que souvent, la reconversion, ce sont des gens qui savent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ne veulent plus faire. Et par contre, ils veulent aller vers un horizon qui est plutôt se faire plaisir et faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc nous sommes sur notre dynamique, et cette dynamique montre que nous avons à l'heure actuelle cette appétence pour la pâtisserie, puisqu'il y a toujours cet effet magique de partir de rien et de créer un gâteau qui va faire 2-3 mètres de 3 mètres, c'est ce que j'allais dire. Comment on accompagne les gens? On parlait tout à l'heure de ces formations. Comment vous les pensez? Comment vous vous adaptez aux tendances, chef? Comment vous concevez en fait la manière dont vous allez recevoir les nouveaux arrivants? Comment vous faites évoluer vos programmes, vos formations? Alors déjà, quand nous faisons passer les CAP, nous avons déjà un programme académique, donc par lequel nous sommes liés, pour qu'ils puissent être reconnus nationalement. Et ensuite, bien entendu, avec les chefs, nous nous réunissons, nous avons des réunions pour cela, des réunions pédagogiques,
où nous discutons des évolutions à faire sur les cours, c'est-à-dire à rajouter des cours pour rendre le métier plus intéressant et apprendre d'autres cordes du métier. Donc, par exemple, si nous prenons le CAP pâtissier, nous avons réfléchi sur la pâtisserie végétarienne, puisque ça devient une nouvelle tendance. Et donc, cette tendance, il faut la réfléchir. Il faut que les chefs travaillent derrière pour qu'ils puissent créer les recettes, qui maîtrisent les recettes pour pouvoir demain donner les cours qui se doivent. Là, on se parle de nouvelles tendances, effectivement, on parle de responsabilité, on parle de durabilité. Claire Damon, si je puis, petite info quand même, il y avait une cérémonie la semaine dernière, vous avez été reconnu, vous avez reçu le prix de la responsabilité éthique et environnementale en pâtisserie, décerné par la liste. Alors c'est des sujets, j'imagine, auxquels vous êtes sensible, comme le chef Alain Ducasse. Comment on insuffle des valeurs de durabilité au métier de la pâtisserie? Ça passe par quoi? C'est très vaste, ça passe par effectivement le sourcing, l'approvisionnement, qu'est-ce qu'on achète, comment on l'achète. Il faut après inculquer aux équipes avec lesquelles on travaille comment on va transformer ces fruits, cette matière première. Mais la durabilité de la pâtisserie, c'est vraiment une prise de conscience plus globale. On consomme plus un gâteau, on n'achalande plus nos boutiques comme on les achalandait il y a 20 ans, il y a 30 ans. On fait beaucoup plus attention, on incite nos clients à la commande, on fait plus vraiment les mêmes gâteaux. Et voilà, enfin, c'est vraiment une remise en cause de la pâtisserie de manière très globale, bien sûr. En toute honnêteté, parce que vous êtes déjà convaincu, si on regarde la filière et le métier de manière générale, est-ce que vraiment, quand on parle de sourcing, quand on parle de saisonnalité, est-ce que la filière pâtissière est consciente de ça? Moi, j'ai l'impression de voir quand même beaucoup de fraises tout au long de l'année. Est-ce qu'on avance vraiment ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Je suis la première à le reconnaître. J'ai commencé par la cuisine et c'est vrai que les cuisiniers ont été quand même ils ont un coup d'avance. sont un peu plus en avance que nous sur ce point-là. Peut-être parce qu'on nomme pas ce qu'on mange dans un restaurant, peut-être qu'on ne le nomme pas de la même manière qu'un gâteau qu'on va chercher chez le pâtissier. Le fait de nommer ce qu'on mange, de le détailler dans un restaurant, de prendre le temps, certainement que ça doit avoir un impact là-dessus. Mais un fraisier, ça pourrait nous sauter aux yeux quand même. En fraisier, c'est... Oui. Le fraisier du mois de novembre, il est compliqué. J'avoue que je ne l'explique pas trop. Chez nous, c'est des choix qu'on a fait depuis bien longtemps. Ça passe par l'apprentissage des vendeurs qui doivent communiquer aux clients que la fraise, il y a une saison, que pour que ça soit bon, il faut le manger quand c'est mûr, quand c'est... Voilà. C'est une culture, en fait. Et ça commence à se faire de plus en plus. Moi, je suis ravie. Je vois les nouvelles générations là, qui s'installent, ont cette sensibilité-là, il me semble. Voilà. Comme la cuisine, elle doit être bonne à penser avant d'être bonne à manger. Voilà, il faut, la planète, on est nombreux à l'habiter, là que tout le monde puisse se nourrir, donc il faut cesser de gaspiller. Il faut se contenter de ce que l'on a, de savoir ce que l'on sait pour décider de ce que l'on fait. Et tous les élèves, que ce soit à l'école de cuisine Ducasse à Paris ou ici, il faut leur donner une boîte à outils pour qu'ils puissent exprimer leur talent sur les produits qu'ils possèdent chez eux avant de les importer. Bien sûr, la saisonnalité est importante, mais au-delà de ça, il faut se satisfaire de ce que l'on a avant de décider de faire venir du bout du monde des produits. C'est ce que nous faisons dans la cuisine et ce qui doit être fait dans la pâtisserie. Voilà. Une cuisine bonne à penser avant d'être bonne à manger. Une pâtisserie bonne à penser avant d'être bonne à manger. Oui, on se parle de valeurs, on se parle de culture. Parlons justement de la jeune génération. Emery Tsushima, vous êtes alumni. Est-ce que ces valeurs-là, elles sont importantes pour vous? Est-ce que ce sont des choses qui vous animent aujourd'hui dans la pratique du métier? Oui, la responsabilité, le rapport aux produits, peut-être à la localité, à la saisonnalité, c'est des choses qui vous tiennent à cœur? Oui, je pense que c'est très important. Notamment parce qu'aujourd'hui dans la société on dit l'importance de considérer le problème de réchauffement global et tout. Du coup notre métier aussi il faut prendre les responsabilités de faire de bonnes choses pour la planète aussi. On comprend que c'est normal que c'est mieux d'utiliser le produit local parce qu'ils sont frais et aussi on peut contribuer à l'économie locale. Du coup c'est naturellement
je pense que c'est mieux d'utiliser quelque chose de local. Ça a l'air assez spontané, c'est rassurant en tout cas. Est-ce qu'il y a des leviers, tout à l'heure aussi on parlait d'ingrédients, on parlait d'une manière de revisiter peut-être aussi des recettes traditionnelles. C'est quoi les leviers sur lesquels vous avez envie d'agir aujourd'hui au quotidien? Est-ce qu'on se parle d'ingrédients? Est-ce qu'on se parle de techniques? Est-ce qu'on se parle de nouvelles alternatives? Comment vous repensez justement la pâtisserie telle qu'on en a hérité? Alors, depuis ces derniers temps, on va dire l'énergie est au cœur du métier. La pâtisserie est un métier très énergivore, aussi bien au niveau de l'électricité qu'au niveau de l'eau. Et donc c'est les défis de demain. Et donc il faut apprendre à gérer notre consommation électrique, mais aussi à gérer notre consommation d'eau. Parce qu'effectivement, vous prenez ne serait-ce qu'un glacier, un litre de glace, ça représente 50 litres d'eau pour pouvoir la refroidir, ce litre de glace. Donc en mettant du matériel de dernière génération, donc vous allez consommer moins dans les deux sens du terme. Vous allez donc c'est se tenir au courant des évolutions technologiques, mais aussi prendre conscience que les produits restent éphémères, donc il va falloir gérer la consommation d'eau d'une manière différente, c'est-à-dire en circuit fermé, plus en perte sèche, comme c'est dans beaucoup d'entreprises. Donc malheureusement, le coût de l'énergie nous oblige aussi à repenser, à réfléchir différemment pour pouvoir faire évoluer notre métier. Et ça, ici, à l'école, ce sont des choses que vous transmettez, dont vous parlez avec les élèves? Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Est-ce que ce sont des choses qui font partie de l'enseignement? Ça fait partie de la technologie, ça fait partie de l'enseignement. On est obligé de faire prendre conscience ce genre de choses, puisque on le vit au quotidien tous les jours. Et c'est pour cette raison que lorsque nous fermons notre école chaque week-end, eh bien, les congélateurs sont arrêtés, tout est mis à blanc pour que les équipes de la semaine suivante attaquent sur un laboratoire propre, mais aussi avec la prise de conscience de la consommation énergétique, et aussi les tri sélectifs et ainsi de suite. Là, on se parle de conditions environnementales, on parle de prendre soin de son environnement, et on l'a évoqué tout à l'heure aussi, il s'agit de prendre soin de soi aussi, de sa santé, de penser à cette condition-là. Aujourd'hui, dans la pâtisserie, on se parlait de décéralité. Vers quoi elle tend, la pâtisserie de demain? Parce qu'aujourd'hui, on célèbre les 40 ans qui viennent de passer. Si on se projette dans les 40 ans qui viennent, elle va prendre quel tenant? On parlait de sucre tout à l'heure, par exemple. Peut-être qu'il y a d'autres exemples à citer qui définiraient la pâtisserie de demain. La technologie nous apprend aussi, l'internationalisation aussi nous apprend que de nouveaux produits que l'on connaissait peut-être pas ou sur notre région proprement dite. Donc il y a des produits maintenant qui permettent de substituer des sucres, des produits naturels, de substituer des sucres, donc d'avoir des sucres qui répondent aux diabétiques, qui répondent à un certain niveau de calories. Et donc maintenant, on apprend aussi à calculer les calories dans les entremets, à calculer notre consommation pour que justement nous ne mettions pas en porte-à-faux notre bien-être. Est-ce qu'il y a des évolutions? Peut-être que vous pouvez nous partager aussi, Claire, des tendances que vous voyez se dessiner, que vous adoptez ou pas d'ailleurs peut-être? Alors, les sucres de substitution, non. Moi, je reste quand même dans quelque chose de... Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais dans quelque chose d'assez gourmand. En revanche, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu une diabolisation du sucre. Donc il faut s'interroger sur faire moins gras, faire mieux, voilà. Et de quel sucre on parle déjà aussi? Et de quel sucre on parle, voilà. Donc on revient au centre de l'ingrédient. Et en plus, je pense que ça va... nos clients ne vont plus consommer le gâteau, peut-être plus aussi souvent qu'ils le faisaient précédemment. Et du coup, quand ils vont faire l'effort d'aller acheter une pâtisserie, il va falloir quand même qu'elle soit exceptionnelle, en tout cas très bonne. Et donc, ça c'est très bien, mais disons que ça va nous pousser à être vraiment vers l'excellence. Et c'est plutôt bien. Plus créatif, chef, vous en pensez quoi? Vous la voyez comment? Vous se dessiner, la pâtisserie? Vous avez une idée? Très clairement, mon obsession, c'est le sucre et le gras. Voilà. Donc, et je constate quand même que ça progresse doucement. En ce moment, il y a des cookies partout. Nous faisons des cookies, mais il faut enlever du gras et du sucre. Voilà. Et ça n'empêche pas d'être gourmand. Ça n'empêche pas, mais il faut descendre plus que... Je trouve que ça va lentement. Il faut y aller un peu plus fort. Et puis,
On a aussi des problèmes de gluten, donc on peut aller sur des céréales torréfiées, on peut aller sur d'autres routes. Il faut travailler. Et plutôt que de suivre la mode, je préférerais que nous anticipions la mode, que nous la créions. Et nous sommes en train de créer la mode, mais il faut que les fidèles progressent plus rapidement qu'ils le progressent aujourd'hui. Voilà, le consommateur, il va, de la même manière qu'il va manger un burger, il va acheter un cookie bien gras, mou, sucré. Là, j'ai des exemples à donner. On voit il y a plus de monde chez des cookies bien gras que chez des phénomènes de pâtissiers sur la ligne éditoriale que vous venez de nommer. C'est pareil pour la cuisine. Donc ça, tout le monde a pris conscience, ça va doucement. Donc il faudrait accélérer le mouvement et nous sommes là pour ça. Oui, comment on les y emmène justement? Alors il y a la formation, il y a les jeunes générations, il y a les médias. C'est quoi les leviers que vous utilisez justement pour traduire cette pensée-là, pour essayer d'amener le consommateur vers une nouvelle vision ou une nouvelle manière de consommer la pâtisserie? Il faut prêcher tous les jours, mais des fois on prêche dans le désert. Formation de nos employés, de nos collaborateurs, information de nos clients. Et c'est un travail de longue haleine. C'est vrai, nos vendeurs doivent rabâcher. Pourquoi c'est moins sucré, pourquoi il n'y a pas de fraises ou de... Enfin voilà, en ce moment, c'est... Voilà. Mais, nous, on a une clientèle sur Paris, en tout cas, pour ça. Voilà, on progresse tous les jours, on se remet en... En fait, c'est bien parce que c'est très stimulant. C'est la fatigant quand même. Ouais, voilà. C'est la fatigant. Voilà, mais c'est riche, c'est ce qui nous maintient en forme. Ouais, bien sûr. Vous avez la technologie à l'heure actuelle qui nous permet de répondre au changement de certains produits, à substituer certains produits. Là où on ne savait pas faire, maintenant on sait faire. Techniquement, est-ce qu'on peut avoir des exemples justement de l'incidence de la technologie sur le renouvellement de la pâtisserie? Oui, glace et sucre. Voilà. Alors, le sucre, si vous voulez, le sucre, nous avons à l'heure actuelle, le sucre est toujours intéressant dans notre métier parce qu'il est porteur de ce qu'on appelle de charge, et puis aussi il va nous créer de l'endorphine, donc un sentiment de bien-être. Donc de le supprimer totalement, il ne faut pas l'imaginer. Par contre, on peut l'utiliser de manière raisonnée. On peut éventuellement le couper avec un autre sucre. Donc, il y a des sucres naturels qui nous permettent de le faire. Donc, par exemple, si vous prenez le monk sugar, c'est un sucre qui a 0 calories, 0 indice glycémique, qui a un goût de sucre et qui n'a pas de rétro-goût. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien mettre du sucre normal pour avoir la partie charge dans la fabrication et du sucre à base de monk sugar qui va substituer les calories pour les problèmes de diabète. Donc ça, voyez-vous, c'est de la technologie. Cette technologie nous permet d'évoluer. En glace, on évolue aussi dans la fabrication des glaces pour pouvoir réfléchir la glace sur ce qu'on appelle les anticristallisants. Les anticristallisants, ce sont tous les produits qui empêchent le mets de se congeler. Alors, on va regarder quels sucres vont empêcher de congeler les produits et quelles sont leurs puissances. Plus ils sont forts en anticristallisants, moins nous allons mettre d'autres sucres. Et d'arriver à faire cette balance, ça va permettre de pouvoir avoir des produits demain moins sucrés, mais qui sont tout aussi souples pour consommer. Oui, même garantie de satisfaction, mais avec une autre provenance. Est-ce que la technologie, elle vous aide aussi à pousser les limites de la création? Est-ce que parfois ça vous inspire au quotidien? Est-ce que des nouveaux procédés, est-ce que de nouveaux produits font comme ça un petit peu bouger les lignes dans la manière dont vous envisagez les créations? C'est constant. Et puis, comme parlait tout à l'heure le chef dans sa présentation, l'IA est aujourd'hui à la porte de la pâtisserie. En étant à la porte de la pâtisserie, ça permet de répondre à des demandes demain sur lesquelles l'être humain à l'heure actuelle n'a pas encore la réflexion. Donc ça sera un support, ça ne va pas nous aider à fabriquer de nouveaux gâteaux, mais on va pouvoir s'en servir comme support pour pouvoir substituer certains produits et apporter de nouvelles combinaisons. Mais le palais restera toujours humain. Ça, l'IA, on en parle évidemment beaucoup. Fanny, Claire, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Est-ce que ce sont un sujet qui vous concerne? Est-ce que vous consultez? Est-ce que vous utilisez ChatGPT pour vous dire quel gâteau vous allez créer demain? Ou est-ce que pour l'instant c'est encore un peu anecdotique? Pour moi, c'est totalement anecdotique et c'est trop nouveau pour moi. Voilà.
c'est pareil de notre côté. Peut-être un petit peu plus dans l'artistique à ce moment-là, dans la création de pièces ou de choses comme ça. Je sais qu'il y en a qui s'en servent, mais la création de pâtisserie en elle-même, pas spécialement. Ça reste un travail humain, je pense, de sensibilité, et je pense que c'est pas adapté à l'utilisation de l'IA. Ça peut s'utiliser peut-être comme mode de recherche, vous en parliez, comme support. J'ai lu des pâtissiers justement qui utilisaient ChatGPT, non pas comme un substitut à la création, mais comme un moteur de recherche un petit peu avancé pour avoir des alternatives ou des idées sur certains produits qu'on pourrait remplacer par d'autres. Est-ce que ça, vous l'avez observé? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous avez des confrères qui, eux, de temps en temps, lâchent leur fouet pour utiliser un clavier? Alors, les choses évoluent. L'IA est qu'au balbutiement. Quand vous commencez à lui poser des questions, on va dire un petit peu trop techniques, à l'heure actuelle, elle n'a pas encore les réponses. Mais demain, elle les aura. Et si demain vous demandez comment substituer du gras sur un produit, elle pourra le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle saura le faire, mais elle pourra vous proposer des différents éléments que vous pourrez utiliser. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce sera un support pour le pâtissier. C'est-à-dire que le temps qu'il perdra à faire de la recherche, l'IA en 30 secondes, et encore c'est beaucoup, arrivera à y répondre. Donc on est au balbutiement, mais je pense que c'est un tournant dans lequel il faudra demain y penser, parce qu'on sera obligé d'y passer. Oui, j'ai l'impression, en tout cas vous ne le diabolisez pas, j'ai l'impression, je vous vois opiner, c'est quelque chose avec lequel on va pouvoir jouer, avec lequel on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir s'appuyer, ou pas du tout? Certainement. Le balbutiement, on verra dans un an. Et dans un an, on sera tous embarqués. C'est comme le numérique, l'appareil photo, l'argentique, le digital. Enfin voilà, je pense que ça... Encore une fois, il faut que l'humain reste au cœur et en commande. C'est pas se laisser dépasser par la technologie. C'est un ustensile de plus. C'est ça le sujet. Ouais. Est-ce que ça Dans la cuisine, il y a une trentaine d'années, tout était cuit sous vide, mais en fait, c'était pour garantir plus de régularité. La mode est passée, on est revenu à des cuisines immédiates, donc il y a des apports et il restera le meilleur. C'est comme dans le mouvement de la cuisine moléculaire, elle a eu son apport, il en reste 3%, l'apport de 3% sur un phénomène, c'est bien, voilà, donc il restera des traces positives de tout ce qui est nouveau, bien sûr. Est-ce que ce sont des sujets qu'on considère aujourd'hui quand on conçoit des formations, quand on appréhende les jeunes générations ou les employés? Est-ce que ce sont des choses dont on parle déjà? Alors pas encore, mais ça le deviendra. Ça le deviendra. Moi, l'IA, vous voyez, je le considère comme un livre de pâtisserie. Vous prenez au siècle de la Renaissance, on commençait tout juste à faire les premiers livres de cuisine et de pâtisserie. La différence, il n'y avait pas les poids. Au fur et à mesure, le livre a évolué, et au fur et à mesure que le livre a évolué, les poids sont apparus. Alors, au début, c'était des onces, et puis après, on est passé au gramme, et ainsi de suite. Là, maintenant, nous avons une librairie dans notre métier qui est vraiment très enrichissante. Eh bien, l'IA sera le livre de demain. Le livre de demain dans lequel nous rechercherons les données que nous avons besoin. C'est un chapitre en plus dans la bibliothèque. Tout à fait. Un livre en plus. Et Myri, est-ce que c'est des procédés, des outils que vous envisagez ou vous envisagez d'utiliser ou pas du tout? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Peut-être dans l'avenir, dans le futur, mais comme ils avaient dit, par exemple, le ChatGPT, j'ai essayé de l'utiliser pour faire un peu de recherche, mais il n'y a pas, j'ai trouvé qu'il n'y a pas assez de... son réponse, c'était pas bien s'apporter avec les data ou le fait concret. Du coup, peut-être il peut nous donner un bon début de recherche ou pour nous donner des idées. Mais encore, il faut qu'on fasse des recherches, on ouvre le livre, on fait des expériments pour vraiment savoir. Du coup, c'est pas maintenant qu'on peut vraiment l'utiliser pour le travail quotidien, mais peut-être dans l'avenir, quand la technologie avance, progresse assez, peut-être on peut commencer à l'utiliser, peut-être. On n'y est pas encore, mais ce sera peut-être un nouveau commis. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous tous. Très bonne journée et encore un bel anniversaire à l'ENSP.